C'est devant un public composé de membres du parti au pouvoir, de représentants gouvernementaux, de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, de délégués de partis politiques et d'observateurs électoraux que le président de la Cour constitutionnelle, M. Djobo Babakan Coulibaly, a annoncé ce lundi les résultats officiels du scrutin législatif du 29 avril 2024. Le parti Union pour la République remporte une majorité de sièges à l'Assemblée nationale avec 108 des 113 sièges disponibles, ne laissant que 5 sièges à l'opposition. Ce résultat marque un coup dur pour l'opposition avec le pire score depuis le retour du multipatrisme au Togo. Parmi les quelques sièges obtenus par l'opposition, 2 reviennent à Adji, dirigé par l'ancien ministre Emegoge Tchabouré. Le taux de participation a été revu à la hausse, s'élevant désormais à 61,76%. Voici donc la répartition de quelques sièges par circonscription. Dans le Golfe, nous retrouvons Wona Kokoui Germain, Lawson Boé à la Raymonde Kai, Mivedor Kai, Dossoudowe Myriam Viovalé, Fabre Jean-Pierre, à Djamagbo Brigitte Kafui, à Pévon Kokou Doji. Dans le Hao, Klassou Komi Selom, Tengue Kokou Edem, Pacha Sourou, Amouji Komlan. Dans le Kloto, Kokoroko Komlan Doji, Kwasi Kwadjo, Jojro, Grone Adjoa, Akpele, Chegan Yawadjigbodi, Dake Kofi Kouma, pour ne citer que cela. Disparu des réseaux sociaux où il communique plus souvent jusqu'au 29 avril dernier, date du double scrutin législatif et régional, le président du parti politique Nouvel Engagement Togolais Net, Djeri Tama, dans une nouvelle publication sur sa page Facebook il y a quelques heures, annonce la fin de sa carrière politique. J'ai pris la décision de quitter la politique ce 30 avril 2024 au vu de la vanité de tous nos efforts. Cette situation, cette férocité et cette voracité, je ne l'ai observé dans aucune des 4 élections auxquelles j'ai déjà participé. C'est en ces termes que l'opposant togolais annonce sa retraite avant de conclure qu'il a essayé de faire la politique autrement sans succès. À la question de savoir pourquoi ne pas faire recours suite aux résultats provisoires annoncés par la CENI sur les élections et qui selon son parti le Net sont entachés d'irrégularité, Djeri Tama estime qu'il n'a plus raison objective de croire en l'objectivité de la Cour constitutionnelle togolaise. Quant à l'avenir du parti Le Net, il sera dirigé par le premier vice-président jusqu'à l'organisation d'un congrès en juin prochain. Pour rappel, le député Djeri Tama est un ancien officier de l'armée togolaise. Il est rentré en politique en 2012 en créant le Net, à la tête duquel il a participé à 4 différentes élections, dont la présidentielle de 2015. La corruption prospère bien au Togo et l'appareil judiciaire est un terreau fertile pour la corruption, annonçait le président de la Cour suprême, Maître Abdoulaye Yaya, dans les premières heures de sa prise de fonction. D'après les dernières publications sur l'indice de corruption publié en janvier 2024, la corruption est une affaire qui file entre les doigts des systèmes judiciaires et la plupart des gouvernements ne parviennent pas à enrayer le fléau. Conscientes de la réalité, les autorités togolaises et les organisations de la société civile continuent de chercher des voies et moyens pour réduire le fléau et son impact dans la gouvernance économique. Pour faire face au fléau, le pouvoir public, se trouvant seul, impuissant devant le problème, invite la population et la société civile à se joindre à la lutte. Selon la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption APLUSIA, les organisations de la société civile doivent aussi connaître le rôle qui est le leur dans la lutte contre la corruption. Et il s'agit de la sensibilisation et de la dénonciation de tout acte de corruption. Si l'on reconnaît que la corruption frappe tous les pays du monde, elle est cependant accentuée dans les pays en voie de développement. Et sans mesures efficaces de lutte, la corruption peut compromettre dangereusement les efforts d'un pays pour l'instauration d'une bonne gouvernance et réduire les ressources disponibles pour la lutte contre la pauvreté.
Les tournages et les prises de vue dans les établissements scolaires togolais sont désormais soumis à des autorisations préalables. Cette décision a été prise par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat Doji Kokoroko. D'après lui, cette décision a pour objectif de garantir le respect des apprenants, des personnels, des biens et des infrastructures scolaires. Cette décision va également, selon ce dernier, permettre d'assurer la coordination adéquate des activités et minimiser les pertes de temps d'apprentissage. Suite à cette décision, il faut aujourd'hui avoir 2 autorisations avant de faire des tournages dans les établissements togolais, à savoir en premier lieu le document d'autorisation de tournage et de prise de vue. Cette autorisation est disponible dans les directions régionales de l'éducation. Il faut en second lieu avoir l'autorisation pour la captation et la diffusion d'images qui doit être remplie en début d'année scolaire par les parents d'élèves. Par le biais de cette autorisation, les parents consentants à des prises de vue de leurs enfants dans le cadre d'un reportage en milieu scolaire. D'après le ministre Doji Kokoroko, une copie de l'élément doit être déposée à la direction régionale de l'éducation indiquée. Notons que cette décision du ministre intervient une semaine après des incidents dans un lycée où le proviseur a exposé les conditions de vie et de travail de son équipe à un média étranger. Une action suivie d'une sanction de la part du ministre. La conférence annuelle des chefs d'agences de lutte contre la corruption des États africains, membres du Commonwealth, qui s'est déroulée à Accra du 6 au 11 mai, revêt une importance particulière. Elle survient alors que l'année 2023 a marqué une nouvelle stagnation dans le score régional moyen de l'Afrique, selon l'indice de perception de la corruption. Les Seychelles se démarquent en tête de la région, suivies par le Cap-Vert et le Botswana, tandis que la Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et la Somalie demeurent aux prises avec les scores les plus bas, sans signe d'amélioration. Dans ce contexte, la conférence a réuni divers acteurs, notamment des organisations internationales, la société civile et des partenaires au développement, dans le but d'élaborer des stratégies anticorruption novatrices afin de lutter contre la pauvreté. La corrélation entre la corruption et les conditions de vie de millions de personnes est indéniable, avec une perte annuelle estimée à 148 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement, représentant environ 25% du PIB de l'Afrique. Bien que les économistes mettent en avant l'importance du marché africain sur le plan commercial, les risques associés à la corruption demeurent encore des obstacles majeurs aux investissements privés. Les incendies utilisés comme arme de guerre au Soudan ont détruit plus de villages et de villes dans l'ouest du pays en avril qu'au cours de tout autre mois depuis le début du conflit il y a plus d'1 an. C'est ce qu'a révélé une analyse réalisée lundi par un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni. Sudan Witness, un projet open source géré par le Centre à but non lucratif pour la résilience de l'information, a déclaré que 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier. Ces incendies portent le nombre total de villages touchés par le feu au Soudan à 201 depuis le début du conflit en mi-avril de l'année dernière. Le nombre d'incendies a particulièrement augmenté dans le nord et l'ouest d'Al-Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, qui fait face à une menace d'attaque militaire imminente. En Afrique du Sud, le bilan de l'effondrement de l'immeuble de Georges est passé à 23 morts. Dans l'après-midi de lundi dernier, un immeuble en construction à Georges, sur la côte sud-africaine, s'est effondré. À l'heure du drame, une équipe de 81 personnes se trouvait sur le chantier. Et depuis, les équipes de secours multiplient les efforts à la recherche de survivants, sans grand espoir. Samedi, le chef du gouvernement provincial, Alan Winde, a déclaré sur X avoir sorti des décombres et par miracle une personne vivante, ce qui porte le nombre de survivants à 29 au total à ce jour. Le dernier a passé 116 heures sous les gravats du chantier. À présent, 13 personnes sont hospitalisées, dont certains dans un état très grave, selon les autorités. 39 personnes sont toujours portées disparues.
Les causes de l'effondrement ne sont pas encore connues. La Namibie est devenue le premier pays d'Afrique à être sur la voie de l'élimination de la transmission du VIH et de l'hépatite virale B de la mère à l'enfant. La lutte contre la propagation de ces virus à la naissance progresse dans le pays où plus de 200 000 personnes vivent avec le VIH. C'est notamment grâce à l'intégration du pays de soins de santé primaires au service de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductive. Le gouvernement namibien a également engagé un financement national stable pour les programmes de santé, offrant des services cliniques et un soutien largement accessible, de qualité et gratuit. Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est presque universellement disponible dans tout le pays et l'accès au traitement a permis de réduire de 70% la transmission verticale au cours des 20 dernières années. En 2022, seuls 4% des bébés nés de mères séropositives ont contracté le virus et près de 80% des nourrissons ont reçu à temps une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Aux États-Unis, des programmes offrent à ceux qui fuient les persécutions dans leur pays d'origine une possibilité de trouver un abri pour poursuivre une vie plus sereine. C'est le cas du programme New Americans des services luthériens de Caroline qui accueille des réfugiés et les aide à s'installer dans un nouvel endroit, notamment en Caroline du Sud. Étant le pays le plus riche du monde, je pense qu'il est de notre devoir d'accueillir les personnes qui viennent, en particulier du Congo. Né au Congo, Keaskile, âgé de 28 ans, a fui avec sa famille à l'âge de 3 ans pour rejoindre un camp de réfugiés en Tanzanie où il a vécu jusqu'à il y a quelques semaines. Nous sommes heureux de l'endroit où ils vont nous emmener. Les familles sont accompagnées par l'organisme pour faciliter leur installation, de l'organisation du logement à la mise en contact avec les services sociaux et les prestations publiques, en passant par l'inscription à l'école. Ce que nous permettons vraiment, en fin de compte, c'est l'autosuffisance et l'intégration. Et donc tous les services dont ils ont besoin pour les aider à s'intégrer aux États-Unis et à devenir autosuffisants. Donc encore une fois, l'emploi, la scolarisation, le logement et les besoins de base comme la nourriture et les vêtements. Le gouvernement américain détermine chaque année le nombre de nouveaux Américains autorisés à entrer sur son territoire à l'issue d'une procédure d'orientation, d'entretien et de sélection avant qu'ils ne soient affectés à une des 10 agences des services luthériens de Caroline. Beaucoup de gens supposent que tous les réfugiés ont traversé la frontière, ce qui, bien sûr, n'est pas du tout la réalité. En fait, ils arrivent par avion dans notre aéroport et empruntent des voies légales. Réfugiés suite à la deuxième guerre du Congo, Keaskile et sa famille trouvent 20 ans après une vie paisible, loin de leur terre natale. La Slovénie se joint à l'Égypte pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés dimanche au Caire. Au centre des discussions, l'évacuation de Rafah demandée par Israël qui s'apprête à frapper la ville au sud de Gaza. Nous sommes fermement opposés au plan israélien de déplacer des Palestiniens et à l'opération militaire en cours à Rafah. Nous les condamnons et appelons à plusieurs reprises les Israéliens à ne pas aller de l'avant, donc à ne pas le faire. Israël doit également mettre fin à l'expansion des colonies. Au moins 300 000 personnes ont déjà fui la ville de Rafah menacée. L'Égypte insiste sur son plan de paix et la Slovénie se dit favorable à une solution à 2 États. L'accord de paix égypto-israélien est un choix stratégique que l'Égypte a fait il y a plus de 40 ans et qui est considéré comme le principal pilier de la paix et de la sécurité dans la région. L'accord comporte des mécanismes qui sont activés pour faire face à toute violation qui aurait pu se produire. Il existe des mécanismes spéciaux pour traiter ces violations si elles existent. Et cette question s'inscrit dans un cadre technique et dans le cadre du comité de liaison militaire. La situation humanitaire est de plus en plus catastrophique sur la bande de Gaza et Rafah est dernier refuge de plus d'1 million de civils.